Dans la salle d'audience oppressante du palais de justice de Marseille, Amélie Dubois, une adolescente noire de 17 ans, se tient seule, enchaînée, sous le regard glacial du juge Pierre Lefebvre. Ce magistrat, connu pour son mépris envers les communautés africaines, brandit son marteau comme une arme, prêt à écraser une vie innocente. Accusée à tort d'avoir incendié un centre communautaire, Amélie est la cible d'un complot odieux, orchestré pour servir les ambitions des promoteurs immobiliers qui veulent de raser les quartiers populaires. Lefebvre, avec un rictus cruel, lance des remarques racistes, moquant ses origines. « Une fille comme toi, avec ta peau sombre, osait prétendre à l'innocence ici ?» La salle reste silencieuse, mais l'air est lourd d'une injustice criante. Amélie, frêle mais inébranlable, soutient son regard, ses yeux brûlants d'une rage contenue. Derrière cette façade, une vérité explosive attend d'être révélée. Elle est la fille de Chantal Moreau, ministre de la Justice de France, une femme que Lefebvre sous-estime gravement. Chaque mot du juge, chaque ricanement, attise une colère bouillonnante, non seulement chez Amélie, mais dans le cœur de ceux qui, dans l'ombre, refusent de laisser cette injustice prospérer. Ce n'est pas qu'un procès, c'est une guerre contre un système corrompu où la vérité d'une adolescente pourrait faire tomber des puissants. Cette colère, cette lutte, ne fait que commencer, et elle promet de tout embraser. Avant de plonger dans cette histoire, si vous êtes prêt à vibrer avec une injustice qui secoue l'âme, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si elle ne vous plaît pas, un simple like suffira. Mais restez jusqu'à la fin, car une révélation choc vous attend, et elle pourrait changer votre vision du monde. Dans les entrailles du centre de détention, Amélie, menottée, se tient devant un vieux téléphone mural, son cœur battant comme un tambour de guerre. Ses doigts, tremblants mais déterminés, composent un numéro qu'elle n'a jamais oublié, malgré les années d'absence. À l'autre bout de la ligne, à Paris, dans un bureau cossu du ministère de la Justice, Chantal Moreau, ministre de la Justice de France, termine une réunion avec des diplomates. Cette femme, première afro-française à occuper ce poste, incarne l'élite parisienne, mais porte en elle un secret douloureux. Une fille abandonnée, laissée à Marseille avec son grand-père, Jacques, pour poursuivre une carrière au sommet. Son téléphone vibre, un numéro inconnu. Elle hésite, prête à ignorer l'appel, mais un instinct viscéral la pousse à répondre. « Chantal Moreau », dit-elle, sa voix polie mais distante. Puis, un silence. Un silence si lourd qu'il semble arrêter le temps. Une voix douce mais tranchante comme une lame brise ce vide. « C'est moi, Amélie. » Ces deux mots frappent Chantal comme une déflagration. Ses jambes vacillent, elle s'appuie contre le mur, son souffle coupé. Les murmures des conseillers autour d'elle s'évanouissent. Le monde s'efface. C'est sa fille, celle qu'elle a laissée derrière elle, celle qu'elle a sacrifiée pour un idéal de justice qu'elle croyait pouvoir réformer de l'intérieur. Amélie ne pleure pas, ne supplie pas. Sa voix, d'une clarté glaçante, porte une accusation implicite. Tu as dit que la justice protégeait les sans-voix. Aujourd'hui, c'est ta fille qu'on réduit au silence. Chaque mot est un poignard, ravivant la culpabilité que Chantal a enfouie pendant des années. Elle revoit Amélie, petite fille aux tresses soignées, jouant dans le petit appartement marseillais avant qu'elle ne parte pour Paris, convaincue que sa mission était plus grande que sa famille. Mais maintenant, cette mission s'effondre. Le système qu'elle a juré de protéger a englouti sa propre enfant, et les insultes racistes du juge Lefebvre, « Une noire comme elle n'a rien à faire ici », résonnent dans son esprit comme une gifle. La colère monte en Chantal, une rage brute, mêlée de honte et de désespoir. Elle, qui a gravi les échelons pour devenir un symbole de progrès, réalise que son absence a permis à ce système corrompu de broyer Amélie, ciblée non seulement pour son innocence, mais pour sa couleur de peau, son origine, son existence même. Dans un sursaut de fureur, Chantal quitte la réunion sans un mot, ignorant les regards interloqués de son équipe. Elle s'isole dans son bureau, les murs ornés de diplômes et de photos officielles semblant se refermer sur elle. Elle ouvre son ordinateur portable, se connecte à la base de données du ministère et tape le nom d'Amélie Dubois. Le dossier apparaît, mince, trop mince. Pas de témoin de la défense, une vidéo de surveillance tronquée, des preuves manipulées. Chantal reconnaît immédiatement les signes d'une machination. Elle a vu cela trop souvent. Des dossiers bâclés, des juges comme Lefebvre qui, sous couvert de justice, ciblent les jeunes issus de quartiers populaires, souvent noirs ou maghrébins, pour
servir les intérêts de promoteurs immobiliers avides de gentrifier Marseille. Mais cette fois, c'est personnel. Chaque ligne du dossier attise sa colère. Chaque omission est une insulte à sa fille, à sa communauté, à tout ce qu'elle a cru défendre. Un détail nouveau surgit, ajoutant une couche de scandale. Une note interne révèle que le dossier d'Amélie a été transféré directement au juge Lefebvre par un conseiller municipal véreux, André Dupont, impliqué dans un projet immobilier visant à raser le centre communautaire pour construire des appartements de luxe. Ce n'est pas un simple procès, c'est une conspiration orchestrée pour éliminer les voix des quartiers. Et Amélie, avec son projet d'éclairage pour sécuriser le centre, était une menace. Chantal découvre aussi que Lefebvre a un historique de remarques racistes enregistrées dans des plaintes classées sans suite, des plaintes étouffées par des alliés politiques. Sa fureur atteint un point de non-retour. Elle ne peut plus se cacher derrière son titre. Elle n'est plus seulement la ministre, elle est une mère. Et cette mère est prête à tout pour sauver sa fille. Un détail nouveau surgit, ajoutant une couche de scandale. Une note interne révèle que le dossier d'Amélie a été transféré directement au juge Lefebvre par un conseiller municipal véreux, André Dupont, impliqué dans un projet immobilier visant à raser le centre communautaire pour construire des appartements de luxe. Ce n'est pas un simple procès, c'est une conspiration orchestrée pour éliminer les voix des quartiers, et Amélie, avec son projet d'éclairage pour sécuriser le centre, était une menace. Chantal découvre aussi que Lefebvre a un historique de remarques racistes enregistrées dans des plaintes classées sans suite, des plaintes étouffées par des alliés politiques. Sa fureur atteint un point de non-retour. Elle ne peut plus se cacher derrière son titre. Elle n'est plus seulement la ministre, elle est une mère, et cette mère est prête à tout pour sauver sa fille. Chantal passe un appel, non pas à ses conseillers parisiens, mais à un ancien contact à Marseille, un enquêteur discret, Karim Hassan, qui connaît les rouages sombres de la ville. « Trouve-moi tout sur Lefebvre et Dupont », ordonne-t-elle, sa voix tremblante de rage contenue. Elle sait que cet appel marque le début d'une guerre. Elle ne se bat plus pour une réforme abstraite, mais pour Amélie, pour la justice, pour toutes les voix que ce système a tenté d'étouffer, avec des insultes racistes et des menottes. La fureur qui bouillonne en elle n'est pas seulement celle d'une mère trahie, mais celle d'une femme qui voit, pour la première fois, à quel point le système qu'elle a servi est gangrené par le racisme et la corruption. Dans ce bureau silencieux, Chantal regarde une vieille photo sur son bureau. Amélie, à 5 ans, riant sur les genoux de Jacques dans un parc marseillais. Elle avait promis de revenir, de protéger sa fille. Mais elle a échoué. Cette photo ravive sa détermination. Elle ne laissera pas Amélie devenir une autre victime d'un système qui méprise ceux qui ne rentrent pas dans le moule. La colère qui l'anime est une flamme qui ne s'éteindra pas. Une flamme qui pourrait bien embraser tout Marseille et peut-être toute la France. Ce n'est plus une question de politique. C'est une question de sang, de justice et de rédemption. Sous un ciel d'encre, Chantal descend de l'avion à l'aéroport de Marseille-Provence, son souffle court, son esprit consumé par une colère incandescente. Chaque pas sur le tarmac résonne comme un défi lancé au destin. Elle refuse la voiture officielle qui l'attend, préférant marcher dans les rues de la ville qu'elle a fui il y a 17 ans. Les odeurs salées du vieux port, les murs tagués des quartiers populaires, tout lui rappelle ce qu'elle a abandonné. Amélie, sa fille, confiée à son grand-père Jacques pour poursuivre un rêve de justice à Paris. Mais ce rêve s'est mué en cauchemar. Le juge Pierre Lefebvre, avec son mépris raciste, une gamine africaine ne mérite pas mieux qu'une cellule, a non seulement condamné Amélie, mais a craché sur tout ce que Chantal représente. Cette insulte, mêlée à la douleur de son propre échec, attise une rage qui menace de la consumer. Chantal arrive devant la maison délabrée de Jacques, dans un quartier ouvrier de Marseille où les lampadaires clignotent comme des appels à l'aide. Les volets usés, la peinture écaillée, tout hurle les années de négligence, la sienne. Elle frappe, le cœur battant à se rompre. Jacques ouvre la porte, ses yeux usés par le temps et la douleur posée sur elle comme une accusation. « Pourquoi maintenant, Chantal ?» demande-t-il, sa voix rauque de chagrin et de colère contenue. Elle baisse les yeux, incapable de répondre immédiatement. « J'ai cru pouvoir changer le monde, papa. Mais j'ai laissé Amélie payer le prix de mes ambitions. » Jacques ne répond pas, il s'écarte, laissant entrer cette fille qu'il a élevée, puis perdue. La maison sent le café froid et les souvenirs. Une photo d'Amélie, à 6 ans, tenant un cerf-volant sur la plage de la Corniche, trône sur la cheminée. Cette image ravive la fureur de Chantal.
Comment a-t-elle pu abandonner cet enfant au profit d'un système qui la broie aujourd'hui? Elle s'assoit à la vieille table en chêne, ouvre son ordinateur portable et se connecte au réseau sécurisé du ministère. Le dossier d'Amélie apparaît, un squelette de paperasse, une vidéo de surveillance tronquée, aucun témoin de la défense, et une note interne ordonnant le transfert express du dossier au juge Lefebvre. Chantal découvre un détail glaçant. Lefebvre a reçu des fonds occultes d'un consortium immobilier, orchestré par le conseiller municipal André Dupont, pour accélérer les condamnations des jeunes des quartiers, libérant ainsi des terrains pour des projets de luxe. Amélie, avec son projet d'éclairage communautaire, était un obstacle. Ce n'est pas seulement une erreur judiciaire, c'est un complot raciste, une machine à écraser les voix noires et maghrébines pour des profits immobiliers. La colère de Chantal explose, ses mains tremblent sur le clavier. Elle frappe la table, faisant sursauter Jacques. « Ils ont ciblé ma fille à cause de sa peau, de son courage !» crie-t-elle, sa voix brisée par la rage. Un nouveau rebondissement surgit. Un courriel anonyme, envoyé à Chantal par un dénonciateur interne, contient un enregistrement audio. On y entend Lefebvre dans son bureau, riant avec Dupont, « Une noire de plus en prison, un terrain de plus pour nous. » Cet enregistrement, une preuve accablante, galvanise Chantal. Elle appelle Karim Hassan, son ancien allié, un enquêteur marseillais connu pour sa ténacité. « Karim, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Lefebvre et Dupont, maintenant. » Sa voix est un mélange de fureur et de détermination, un volcan prêt à entrer en éruption. Karim, conscient des risques, accepte, mais avertit « Tu joues avec le feu, Chantal. Ils ne te laisseront pas faire. » Elle répond, les dents serrées, qu'ils essaient. Dans cette maison modeste, entourée par les fantômes de son passé, Chantal comprend que cette bataille dépasse Amélie. C'est une guerre contre un système qui prospère sur le racisme et la corruption, un système qu'elle a servi aveuglément. Sa colère n'est plus seulement personnelle, elle est collective, portée par toutes les familles marseillaises, écrasées par des juges comme Lefebvre. Elle regarde Jacques, qui hoche la tête en silence, comme pour lui dire « Il est temps ». Chantal sait qu'elle ne peut plus reculer. Elle est prête à tout sacrifier, son titre, sa carrière, sa sécurité, pour sauver sa fille et faire tomber ceux qui ont osé la réduire à une cible. Cette nuit-là, Marseille devient le champ de bataille d'une mère enragée, prête à briser les chaînes d'un système pourri jusqu'à la moelle. Sous la lumière vacillante d'une lampe de bureau dans la maison de Jacques, Chantal Moreau, ministre de la Justice, fixe l'écran de son ordinateur, ses yeux rougis par l'épuisement et la fureur. Chaque clic, chaque ligne de texte qu'elle parcourt dans le dossier d'Amélie Dubois est une nouvelle blessure. Les documents sont lacunaires, une vidéo de surveillance tronquée, des témoignages absents, des procédures bafouées. Mais ce qui la fait bouillir de rage, c'est la découverte d'une note interne, un ordre clandestin signé par le conseiller municipal André Dupont, transférant le dossier d'Amélie directement au juge Pierre Lefebvre, bypassing toute supervision. Ce n'est pas une erreur judiciaire, c'est une exécution ciblée, orchestrée pour réduire au silence une adolescente noire dont le seul crime était d'améliorer son quartier. Chantal serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Ils l'ont choisie parce qu'elle est noire, parce qu'elle est courageuse, parce qu'elle dérange leurs plans, s'écrie-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Jacques, assis dans son vieux fauteuil, lève les yeux, son regard lourd de chagrin, mais aussi d'une approbation muette. Elle creuse plus loin, ses années d'expérience au ministère lui permettant de naviguer dans les méandres des bases de données judiciaires. Ce qu'elle découvre la glace d'effroi et attise sa colère. Lefebvre n'est pas un cas isolé. Depuis des années, il a systématiquement infligé des peines maximales à des jeunes issus des quartiers populaires, en majorité noirs et maghrébins, dans des procès expéditifs sans jury ni défense digne de ce nom. Une liste de 60 noms apparaît, des vies brisées, des familles détruites, toutes liées à des projets immobiliers visant à gentrifier Marseille. Le centre communautaire qu'Amélie voulait éclairer était un obstacle pour un consortium immobilier, financé par Dupont et ses alliés qui projettent de construire des tours de luxe sur les cendres des quartiers ouvriers. Chaque condamnation de Lefebvre était un pas vers cet objectif, chaque jeune emprisonné un pion sacrifié pour des profits. Chantal découvre un courriel accablant envoyé par un fonctionnaire corrompu à Lefebvre. La fille Dubois est parfaite, noire, seule, sans appui. Personne ne posera de questions. Ces mots, d'une cruauté froide,
transperce Chantal comme une lame. Sa fille en n'était pas une personne pour eux. Elle était un outil, une victime désignée pour leur machine raciste. Un élément nouveau surgit, ajoutant une tension dramatique. Un rapport confidentiel, obtenu grâce à l'enquêteur Karim Hassan, révèle que Lefebvre a organisé des réunions secrètes avec Dupont dans un hôtel discret du Vieux-Port. Lors de ces rencontres, il planifiait les condamnations, échangeant des enveloppes d'argent contre des verdicts prédéterminés. Un enregistrement audio, récupéré par un serveur ayant surpris une conversation, capture Lefebvre riant. Ces gamins des cités, on les enferme, et Marseille redevient blanche et propre. Cet enregistrement, une bombe à retardement, fait monter la rage de Chantal à un niveau incandescent. Elle frappe le bureau, renversant une tasse de café froid. Ils ne se contentent pas de voler leur avenir, ils veulent effacer leur existence, hurle-t-elle, ses larmes de colère coulant sur ses joues. Jacques se lève, posant une main tremblante sur son épaule. Tu ne peux pas les laisser gagner, Chantal. Pas cette fois. Elle contacte Karim, sa voix vibrante d'une détermination féroce. J'ai l'enregistrement. Trouve-moi des témoins, des preuves, tout ce qui peut faire tomber Lefebvre et Dupont. Karim, conscient du danger, répond « Tu joues gros, Chantal. Ils ont des amis puissants. » Elle rétorque, les dents serrées. « Moi aussi. » Sa colère n'est plus seulement celle d'une mère, c'est celle d'une femme qui voit, dans chaque nom de cette liste, un reflet d'Amélie, un cri étouffé par un système qui prospère sur le racisme et l'avidité. Elle sait que cette bataille pourrait coûter sa carrière, mais elle est prête à tout sacrifier pour faire éclater la vérité. La nuit suivante, Marseille est enveloppée d'un brouillard épais, comme si la ville elle-même conspirait pour cacher les secrets qu'elle porte. Chantal, Jacques et Luc Martin, un employé du palais de justice rongé par la culpabilité, se retrouvent dans une ruelle sombre près du tribunal. Luc, ancien acolyte de Lefebvre, a vu des dossiers disparaître, des preuves falsifiées, et a entendu les ricanements racistes du juge à l'encontre des accusés comme Amélie. « Je ne pouvais plus me regarder dans une glace », murmure-t-il, ses mains tremblantes. Chantal, le regard dur, répond « Alors aide-moi à réparer ça ». Leur mission est périlleuse. Infiltrer les archives du tribunal pour récupérer la vidéo intégrale de surveillance, celle qui montre Amélie quittant le centre communautaire des heures avant l'incendie. Cette preuve, soigneusement dissimulée par Lefebvre, est la clé pour prouver l'innocence de sa fille. Le tribunal, un bâtiment austère aux allures de forteresse, semble les défier sous la lumière blafarde des réverbères. Luc, nerveux, guide Chantal et Jacques vers une entrée de service, un vieux cadenas rouillé comme seule barrière. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on ose, chuchote-t-il, forçant la serrure avec un outil volé. À l'intérieur, l'air est froid, chargé d'une tension palpable. Les couloirs déserts résonnent de leurs pas, chaque grincement amplifiant leur peur d'être découvert. Chantal, en tête, avance avec une détermination farouche, son manteau noir flottant comme une cape de justicière. Elle pense à Amélie, enchaînée, seule, victime d'un système qui l'a jugée coupable avant même son procès. Cette pensée attise sa rage, lui donnant le courage de continuer. Un rebondissement inattendu surgit. En approchant de la salle des archives, ils entendent des voix. Deux gardes, payés par Dupont pour surveiller les lieux, discutent à voix basse, leurs propos racistes perçant le silence. Ces gens-là, ils n'ont rien à faire à Marseille. Lefebvre fait ce qu'il faut. Chantal, cachée dans l'ombre, serre les poings, sa colère menaçant d'exploser. Luc, paniqué, murmure « On doit faire demi-tour !» Mais Chantal refuse. « Pas sans la vidéo !» gronde-t-elle, sa voix basse mais vibrante de fureur. Elle improvise un plan audacieux. Jacques, jouant les vieux ivrognes, attire les gardes en simulant une chute bruyante à l'autre bout du couloir. Les gardes, agacés, s'éloignent, laissant Chantal et Luc pénétrer dans la salle. La salle des archives est un labyrinthe de boîtes et de disques durs, chaque seconde passée à chercher augmentant le risque. Chantal trouve enfin le disque marqué « Centre communautaire, 23 avril ». Ses mains tremblent en le saisissant, mais un bruit de pas lourd la fige. Les gardes reviennent, plus vite que prévu, leurs talkies-walkies crépitant. Luc, terrifié, chuchote. « Ils savent qu'on est là !» Chantal, refusant de céder, grimpe sur une étagère et force une grille d'aération, ses genoux s'écorchant contre le métal. Elle pousse le disque dans le conduit, puis s'y glisse, son cœur battant à tout rompre. Luc la suit, à peine, tandis que les gardes enfoncent la porte.
Dans l'obscurité étouffante du conduit, Chantal avance. Chaque centimètre une lutte contre la peur et la claustrophobie. Elle pense à Amélie, à ses yeux pleins de défis dans la salle d'audience, et cette image la propulse forward. Ils émergent dans une cour arrière, où Jacques les attend, son visage marqué par l'inquiétude mais aussi une fierté silencieuse. Chantal serre le disque contre sa poitrine, sa respiration haletante. « On l'a !» murmure-t-elle, sa voix tremblante de triomphe et de rage, mais elle sait que ce n'est qu'une bataille gagnée dans une guerre bien plus vaste. Les gardes, alertés, lancent l'alarme et les sirènes hurlent au loin. Chantal, Jacques et Luc s'enfuirent dans la nuit, leurs silhouettes disparaissant dans le brouillard marseillais. La colère de Chantal, loin de s'apaiser, s'intensifie. Ce disque n'est pas seulement la preuve de l'innocence d'Amélie. C'est une arme pour détruire Lefebvre, Dupont et tout un système qui prospère sur le racisme et l'injustice. Elle est prête à tout, même à brûler sa carrière, pour que justice soit faite. Sous les premières lueurs de l'aube, alors que Marseille s'éveille dans un murmure de vagues et de klaxons, Chantal, Jacques et Luc se terrent dans la maison de Jacques, le disque dur serré comme un trésor de guerre. La colère de Chantal, attisée par l'enregistrement raciste du juge Pierre Lefebvre, ces gamins des cités, on les enferme et Marseille redevient blanche, bouillonne dans ses veines. Elle sait que ce disque, montrant Amélie quittant le centre communautaire des heures avant l'incendie, est une arme, mais une arme qui doit être maniée avec précision. Elle ne peut pas se contenter des canaux officiels du ministère de la Justice, où les alliés du conseiller municipal André Dupont pourraient l'étouffer. Elle doit frapper fort, directement au cœur du peuple. Dans un élan de fureur, elle contacte Aïssa Caunes, une journaliste indépendante marseillaise connue pour ses enquêtes sans compromis sur les injustices sociales. Aïssa, née dans le même quartier qu'Amélie, a grandi avec les stigmates du racisme et les promesses brisées des élites. « J'ai quelque chose qui va faire tomber des têtes », lance Chantal, sa voix tremblante de rage. Aïssa, intriguée, arrive en moins d'une heure, son sac à dos rempli de carnets et son regard perçant. Assise autour de la vieille table en chêne, sous le regard vigilant de Jacques, elle déroule l'histoire comme une bombe à retardement. Chantal expose tout. La vidéo intégrale, l'enregistrement de Lefebvre, les 60 condamnations injustes, le complot immobilier orchestré par Dupont pour gentrifier Marseille. Aïssa écoute, son visage durcissant à chaque révélation. Ils ont ciblé Amélie parce qu'elle est noire, parce qu'elle représentait une menace avec son projet communautaire, gronde Chantal, ses poings serrés. Aïssa hoche la tête, griffonnant à peine. C'est plus qu'un scandale, c'est une guerre contre nos quartiers, murmure-t-elle. Puis, un détail explosif surgit. Aïssa révèle qu'elle possède des témoignages d'autres familles, des mères et des frères d'adolescents condamnés par Lefebvre qui décrivent des intimidations policières pour les réduire au silence. Une mère, Fatima, raconte comment un officier a menacé son fils en disant « Les Noirs comme toi finissent toujours en cage ». Ces témoignages, combinés aux preuves de Chantal, forment un dossier accablant. Aïssa propose une stratégie audacieuse, contourner les grands médias, souvent complices des puissants, et diffuser l'histoire sur les réseaux sociaux, où le peuple marseillais, et au-delà, pourra la saisir. Chantal, galvanisée, approuve. « Faisons-le exploser », dit-elle, sa voix vibrante d'une colère qui refuse de plier. Aïssa rédige un fil Twitter intitulé « Qui est Amélie Dubois ?», déroulant chaque preuve avec une précision chirurgicale, la vidéo, l'enregistrement raciste, les noms des 60 victimes, le rôle de Dupont et Lefebvre. Elle termine par une bombe. Amélie Dubois est la fille de Chantal Moreau, ministre de la Justice. Comment une mère peut-elle laisser sa fille être sacrifiée par le système qu'elle dirige? Ce dernier coup, un défi autant qu'une révélation, fait trembler Chantal, mais elle l'accepte. « Que le monde sache », murmure-t-elle, les larmes aux yeux mais le menton haut. À peine publié, le fil d'Aïssa s'embrase. En quelques minutes, il est partagé par des milliers de Marseillais, puis par des Français de tout le pays. Les hashtags « NAC Justice »,« Pour Amélie » et « Amen Marseille contre le racisme » envahissent les réseaux. Des jeunes des quartiers populaires, des artistes, des professeurs, même des élus locaux, amplifient le message. Une vidéo virale montre un adolescent de la Castellane, un quartier voisin, lisant les noms des 60 condamnés, sa voix brisée par « L'émotion, ce sont nos frères, nos sœurs, volés par des juges racistes ». La colère collective monte,
alimenté par des décennies de frustration face à un système qui marginalise les communautés noires et maghrébines. À Paris, le ministère de la Justice est assiégé par des appels de journalistes. Chantal refuse de répondre, laissant la tempête médiatique grossir. Elle regarde l'écran de son téléphone où les messages de soutien affluent, mêlés de critiques acerbes contre son silence passé. Chaque mot ravive sa rage. Elle n'a pas seulement failli comme mère, mais comme garante de la justice. Un rebondissement inattendu intensifie la tension. Un groupe de hackers anonymes, inspiré par le fil d'Aïssa, pirate le site officiel de la mairie de Marseille, affichant la vidéo d'Amélie et l'enregistrement de Lefebvre en page d'accueil. Ce piratage, illégal mais symbolique, fait basculer l'opinion publique. Des manifestations spontanées éclatent devant le tribunal, des pancartes brandissant « Non au racisme judiciaire » et « Libérez Amélie ». Chantal, depuis la maison de Jacques, regarde les images à la télévision, sa poitrine serrée par une fierté mêlée de peur. Elle sait que cette vague populaire est une arme à double tranchant. Elle peut libérer Amélie, mais aussi provoquer une répression brutale. Pourtant, sa colère l'emporte. « Ils ont voulu l'effacer, mais le peuple ne l'oubliera pas », murmure-t-elle, ses yeux fixés sur une photo d'Amélie adolescente accrochée au mur. Quelques jours plus tard, le tribunal de Marseille est un volcan prêt à entrer en éruption. La pression publique, amplifiée par le raz-de-marée médiatique, a forcé une révision du procès d'Amélie. Le juge Pierre Lefebvre, acculé, est démis de ses fonctions par le Conseil supérieur de la magistrature, une décision sans précédent. Une nouvelle juge, Marie Dubois, une magistrate respectée pour son intégrité et son passé de défenseur des droits humains, prend la tête du procès. Marie, d'origine antillaise, connaît les stigmates du racisme et les rouages d'un système biaisé. Sa nomination, saluée par les manifestants massés devant le tribunal, est un symbole d'espoir, mais aussi un défi. La salle d'audience est comble. Familles des victimes, journalistes, activistes et même des élus locaux, tous venus pour voir si la justice peut renaître de ses cendres. Amélie, libérée des menottes, entre dans la salle, vêtue d'une blouse bleu marine et d'un pantalon gris, ses cheveux tressés avec soin. Elle n'a plus l'air d'une accusée, mais d'une jeune femme prête à réclamer son dû. Ses yeux, pleins d'une colère contenue, croisent ceux de Chantal, assise au premier rang, aux côtés de Jacques. Leur échange silencieux est un serment. Cette fois, elles se battront ensemble. Marie Dubois ouvre la séance, sa voix calme mais ferme. Ce tribunal est réuni pour examiner la motion d'annulation de la condamnation d'Amélie Dubois, ainsi que des 60 autres accusés victimes de procédures irrégulières. Que la vérité éclate. Ces mots, prononcés avec une gravité solennelle, font frissonner l'Assemblée. Luc Martin, l'employé du tribunal, monte à la barre, son visage pâle mais déterminé. Sous serment, il lâche une bombe. « J'ai vu Lefebvre manipuler des dossiers, falsifier des preuves, intimider des avocats. Il riait en disant que les Noirs et les Arabes n'avaient pas leur place à Marseille. Amélie n'a jamais eu une chance. » Sa voix tremble, mais il continue, révélant comment Lefebvre recevait des ordres directs de Dupont pour condamner des jeunes, libérant ainsi des terrains pour des projets immobiliers. L'Assemblée retient son souffle. Un nouveau rebondissement surgit. Luc produit un carnet, tenu secrètement pendant des années, où il a consigné chaque réunion illégale entre Lefebvre et Dupont. Ce carnet, un témoignage manuscrit de la corruption, fait vaciller l'équipe du procureur, qui tente vainement de discréditer Luc. « Cet homme est un traître !» s'écrie le procureur, mais Marie le coupe d'un regard glacial. « Laissez-le parler. » L'avocat d'Amélie, Malik Bensed, un jeune prodige du barreau marseillais, présente la vidéo intégrale, projetée sur un écran géant. Les images sont claires. Amélie verrouille le centre communautaire à 18h, 3 heures avant l'incendie. Les murmures dans la salle deviennent des cris de colère lorsque Malik révèle que la version précédente, tronquée, était un montage orchestré par Lefebvre. Il brandit l'enregistrement audio de Lefebvre, ses propos racistes résonnant comme un coup de tonnerre. Une Noire de plus en prison, un terrain de plus pour nous. L'Assemblée explose, des spectateurs pleurent, d'autres scandent « Justice !» Marie frappe son marteau, imposant le silence, mais ses yeux trahissent une fureur contenue. Le procureur, acculé, bredouille une vague coopération, mais Marie ne lui laisse aucun répit. « Ce tribunal reconnaît la gravité des preuves présentées », déclare-t-elle. Après un bref délibéré, elle revient, son visage impassible mais sa voix vibrante. «
La condamnation d'Amélie Dubois est annulée pour cause de misconduite judiciaire, violation des droits fondamentaux et suppression délibérée de preuves. La salle explose de joie, des applaudissements retentissent, mais Marie lève la main. Ce n'est pas fini. Les condamnations des 60 autres accusés sont également annulées. Une enquête fédérale est ordonnée contre le bureau du procureur et les complices de ce scandale. Amélie, submergée, couvre son visage de ses mains, ses épaules secouées par des sanglots de soulagement. Chantal se lève, l'enlace, leurs larmes se mêlant dans un moment de rédemption. Dehors, la foule exulte, brandissant des pancartes avec les noms des 60 libérés. Mais Chantal sait que ce n'est qu'un début. La colère qui l'a portée jusqu'ici ne s'éteindra pas. Elle regarde Amélie, libre mais marquée, et jure que ce système ne dévorera plus d'autres enfants. Marseille, ce jour-là, n'est plus seulement une ville. C'est un cri de justice, porté par une mère, une fille et un peuple qui refuse de se taire. Sous le soleil brûlant de Marseille, Amélie marche libre pour la première fois depuis des mois, ses pas résonnant sur les pavés du Vieux-Port. Mais la liberté a un goût amer. Les insultes racistes du juge Pierre Lefebvre, « Une noire comme toi n'a rien à faire ici », et les chaînes qui ont marqué ses poignets hantent encore ses nuits. Sa colère, loin de s'éteindre, est une flamme qui refuse de vaciller. Elle regarde la foule qui l'acclame, des visages noirs, maghrébins, ouvriers, tous unis par une rage partagée contre un système qui les a trop longtemps méprisés. Chantal, à ses côtés, porte le même feu, sa culpabilité de mère absente transformée en une détermination farouche. Jacques, appuyé sur sa canne, observe sa petite fille avec une fierté mêlée de douleur. « Tu n'es plus seule, ma fille », murmure-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Mais Amélie sait que la justice obtenue au tribunal n'est qu'une étape. Le système, avec ses racines profondes de racisme et de corruption, est toujours là, tapi, prêt à frapper à nouveau. Dans un élan de défi, Amélie décide de canaliser sa colère en action. Elle refuse de fuir Marseille, de se cacher des regards ou des caméras. Au lieu de cela, elle choisit de rester, de reconstruire là où on a voulu l'effacer. Avec l'aide de Chantal et Jacques, elle transforme un vieux local abandonné, un ancien café de la Belle de Mai, en un espace communautaire qu'elle nomme Lumière silencieuse. Ce nom, inspiré par sa propre voix, autrefois ignorée, est un cri de résistance. Le local, aux murs décrépits et aux vitres poussiéreuses, devient un symbole d'espoir. Des voisins, des jeunes, des familles des 60 libérés se mobilisent, peignant les murs d'un blanc éclatant, installant des tables et des ordinateurs donnés par la communauté. Chaque coup de pinceau est un acte de révolte contre les promoteurs immobiliers, comme André Dupont, qui voulait raser ses quartiers pour des tours de luxe. Amélie, en jean et chemise retroussée, dirige les travaux, son regard brûlant d'une colère productive. « Ils ont cru pouvoir nous faire disparaître », dit-elle à un groupe de jeunes bénévoles, « mais nous sommes toujours là et nous serons plus forts. » Un rebondissement inattendu ajoute une tension dramatique. Un soir, alors qu'Amélie installe des câbles pour un atelier de codage, une lettre anonyme glisse sous la porte du local. À l'intérieur, un message menaçant. « Arrêtez, ou vous finirez comme avant. » Une liste de noms suit, ceux de jeunes récemment arrêtés dans d'autres quartiers, suggérant que les complices de Lefebvre et Dupont continuent leur manœuvre. Chantal, en lisant la lettre, sent une rage nouvelle l'envahir. « Ils pensent qu'on va se taire ?» s'écrie-t-elle, froissant le papier. Elle contacte immédiatement Aïssa Cohn, la journaliste, qui transforme cette menace en un nouvel article cinglant, révélant que des officiers de police corrompus, liés à Dupont, ciblent encore les jeunes des cités. L'article partagé massivement ravive la colère populaire, et des manifestations éclatent à nouveau, cette fois devant la préfecture, avec des pancartes clamant « Stop au racisme policier ». Amélie, loin de céder à la peur, transforme Lumière silencieuse en un refuge pour les jeunes menacés. Elle lance des ateliers de codage, enseignant aux adolescents comment créer des applications pour signaler les abus policiers ou organiser des pétitions communautaires. Chaque ligne de code est un acte de résistance, un moyen de donner une voix à ceux que le système veut réduire au silence. Les jeunes affluent, leur visage marqué par la méfiance mais éclairé par l'espoir. Amélie, debout devant un tableau blanc, leur montre son vieux carnet, rempli de schémas qu'elle utilisait pour le centre communautaire. « Votre voix, elle est ici », dit-elle, sa voix ferme malgré l'émotion. « Dans chaque idée, chaque solution,
chaque combat que vous menez. Chantal, souvent présente, observe depuis le fond de la salle, apprenant enfin à être une mère, non pas en contrôlant, mais en soutenant. Jacques, assis près de la fenêtre, sourit, son regard disant « C'est ainsi que ça devait être ». Un nouveau détail saisissant émerge. Une adolescente, Nour, participante aux ateliers, révèle qu'elle a été harcelée par un policier qui l'a traitée de sale arabe lors d'un contrôle d'identité. Amélie, en entendant ce récit, sent sa colère flamber. Elle organise une veillée communautaire devant Lumière silencieuse, où Nour et d'autres partagent leurs histoires sous les étoiles marseillaises. La veillée, filmée par Aïssa, devient virale, attirant l'attention de figures nationales comme des artistes et des intellectuels qui rejoignent le mouvement. Cette solidarité transforme Lumière silencieuse en un symbole national, inspirant des initiatives similaires à Lyon, Toulouse et Paris. Des dons affluent, ordinateurs, livres, même des repas pour les jeunes qui arrivent dans le ventre vide. Une lettre arrive un jour, signée par une magistrate retraitée. Merci Amélie, de nous rappeler ce que la justice devrait être. La colère d'Amélie, de Chantal et de la communauté ne s'apaise pas. Elle se mue en une force créatrice. Lumière silencieuse n'est pas qu'un local. C'est un mouvement, une réponse aux années de mépris, de racisme et d'injustice. Marseille change sous cette impulsion. Les voisins se parlent davantage, les jeunes osent rêver plus grand, et les noms des 60 libérés sont gravés sur un mur du local, un mémorial vivant. Chantal, désormais plus présente, s'engage à réformer le ministère depuis Paris, mais promet de ne plus jamais abandonner sa fille. Lors d'une soirée à Lumière silencieuse, Amélie prend la parole devant une foule de jeunes, de familles, de soutien. « Ils ont voulu nous briser, dit-elle, sa voix vibrant de rage et d'espoir. Mais nous avons construit quelque chose qu'ils ne pourront jamais détruire. » La foule l'acclame, et Chantal, les larmes aux yeux, serre la main de Jacques. Ensemble, ils savent que ce combat, né d'une injustice criante, continuera, porté par une communauté qui refuse de se taire.